Est-ce que vous faites partie des joueurs qui, lorsque vous lancez un jeu pour la première fois, mettez tout en ultra pour au final vous rendre compte que le jeu galère et affiche un nombre d'FPS décevant par rapport à votre config? Eh bien, si c'est le cas, laissez-moi vous montrer ce que ça change visuellement, mais aussi en termes de performance et de consommation, de jouer avec les paramètres en ultra plutôt qu'en élevé. Alors cette vidéo n'a pas vocation à vous dire que vous avez tort de jouer en ultra, non, pour le coup là vous faites ce que vous voulez. En toute franchise, j'ai personnellement joué systématiquement en ultra pendant des années avant de vraiment me pencher en profondeur sur le sujet. Non, le but de la vidéo est plutôt à titre expérimental et aussi pédagogique pour voir si au final on ne condamne pas un peu trop vite notre config à l'obsolescence en mettant nos jeux préférés en ultra. Alors avant de rentrer dans les tests et les comparatifs, je pense qu'il est important d'expliquer certains paramètres graphiques et certaines techniques d'optimisation utilisées dans les jeux vidéo afin que vous puissiez bien suivre et comprendre la vidéo. Et si vous êtes déjà très à l'aise avec ça, vous pouvez passer au chapitre suivant. Ok, donc déjà pour avoir une image 3D plus ou moins convaincante, on a besoin de quoi ? Eh bien, on a besoin de modèles 3D qu'on appelle mesh pour les personnages, les créatures et l'environnement 3D. On a besoin de materials. Les materials, c'est ce qu'on a tendance à appeler les textures. En vérité, c'est plus complexe que ça derrière. On a besoin de lumière pour éclairer notre environnement de jeu, sinon ça va être tout noir. Ta gueule! Qui dit lumière dit ombre, reflet, mais aussi ambient occlusion et global illumination. Alors l'ambient occlusion, c'est quoi? Pour faire simple, c'est le fait que lorsque deux objets sont très proches l'un de l'autre, les surfaces les plus proches obstruent la lumière et rendent donc la zone plus sombre. Et la global illumination, c'est le fait que chaque objet frappé par une lumière renvoie une partie de cette lumière en modifiant ses propriétés avec celle de la surface de l'objet. Dit comme ça peut paraître compliqué, donc je vous ai fait cette scène sur un logiciel 3D qui s'appelle Blender pour illustrer un peu tout ça. La lumière qui est blanche frappe cette balle rouge et rebondit sur les surfaces environnantes. La partie de la lumière qui est renvoyée par la balle rouge teinte la lumière initialement blanche en rouge, car c'est la couleur de la surface de la balle. C'est ça la Global Illumination. Cette technique est utilisée dans le ray tracing et le path tracing, mais pas que, et elle consomme beaucoup de ressources lorsqu'elle est utilisée pour les calculs temps réel. Elle n'est pas toujours présente dans les jeux et elle est des fois juste précalculée pour consommer moins de ressources, et quand c'est le cas, évidemment, ça a ses limites. Voilà globalement pour les quelques termes liés aux paramètres graphiques. Pour ce qui est de l'optimisation, on va rapidement parler des techniques les plus courantes qui seront utiles pour cette vidéo. Il y a des techniques utilisées que je ne détaillerai pas car c'est utilisé partout. Elle n'a pas d'incidence sur la qualité graphique du jeu, comme l'occlusion culling par exemple, qui consiste à masquer les objets qui ne sont pas visibles à l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans un premier temps le LOD, qui veut dire Level of Details, donc niveau de détail. C'est une technique utilisée dans tous les jeux pour réduire le nombre de polygones d'un objet 3D en fonction de la distance à laquelle il est par rapport à la caméra du joueur. On a aussi le mipmap ou le texture streaming qui est dans la même idée que le LOD, à savoir que plus on est loin d'une texture et moins elle sera de qualité. L'objectif c'est de réduire la consommation de la VRAM. On a le shadow cascade, ici aussi même principe, plus on est loin d'un objet, moins les ombres de cet objet sont détaillées. L'objectif c'est de réduire les calculs sur le GPU, puisque les calculs liés aux ombres sont particulièrement gourmands en ressources GPU. Bref, avec tout ça, on a tout ce qu'il faut pour observer les différences de qualité entre le rendu ultra et le rendu élevé pour les jeux que j'ai testés. Pour ce qui est du protocole de test, tous les tests ont été réalisés avec mon processeur AMD Ryzen 7 9700X, ma carte mère ASRock B650i Lightning, 32 Go de RAM 6000 MHz en CL36 et ma carte graphique Nvidia RTX 5070 Ti. Pour ce qui est de la définition, tous les tests ont été réalisés en 1440p avec le DLSS sur le preset Quality. L'objectif de la vidéo n'est pas uniquement de montrer quel écart de performance il y a entre les paramètres graphiques élevés et ultra, mais aussi d'analyser l'écart visuel entre les deux. Les tests et les analyses ont pris énormément de temps, donc je n'ai pas pu réaliser les tests en 1080p et 4K sur tous les jeux, mais uniquement sur Cyberpunk 2077, Enshrouded et Path of Exile 2. Et on commence avec Battlefield 6. Lorsque le jeu est en ultra, il tourne à 165 fps sur cet échantillon de test contre 180 fps lorsque le jeu est en élevé, ce qui représente 9% de performance en plus. Vous me direz, pas de quoi casser trois pattes à un canard, et ça c'est vrai. Par contre, notre consommation de VRAM passe de 7681 mégaoctets à 8250 mégaoctets, donc grosso modo 600 mégaoctets de plus. À ça s'ajoute une consommation électrique de 30 watts de plus lorsqu'on est en ultra. Ce qu'on peut observer au niveau du rendu graphique, c'est certains props, donc modèles 3D décoratifs, qui ont un load plus agressif.
On peut voir ici le module de pompe à chaleur qui est moins détaillé. Pareil pour la végétation sur ce mur qui est légèrement moins détaillé. Et ici, l'ombrelle au-dessus de la fenêtre. Le Shadow Cascade est aussi réduit avec des ombres à mi-distance un peu moins détaillées. Pour le texture streaming, je n'ai pas observé de baisse de qualité de texture, y compris sur les objets à distance. Sur cet autre échantillon de test, on observe le même résultat, que ce soit pour le LOD, le Shadow Cascade et le texture streaming. Par contre, niveau performance, on passe de 170 fps en ultra à 193 fps en élevé, donc 14% de performance en plus sans réel impact visuel. Même constat aussi pour la consommation électrique avec toujours 30 watts d'écart. Pour finir avec Battlefield 6, sur une autre map, on observe le même niveau de performance avec 179 fps en ultra et 207 fps en élevé, soit 16% de performance en plus en jouant en élevé. La consommation de la VRAM est de l'ordre de 400 watts de plus et toujours 30 watts de consommation. Visuellement, même remarque, le LOD pour les objets 3D au loin réduit plus vite la qualité visuelle lorsqu'on a les paramètres en élevé. Il y a un peu moins de détails sur la route ici au loin. Mais globalement, c'est vraiment très difficile de voir la différence entre les paramètres élevés et ultra pour ce qui est de la qualité graphique. Passons à Cyberpunk 2077. Lorsque le jeu est en ultra, il tourne à 121 fps contre 139 fps en élevé sur cet échantillon, ce qui représente 15% de performance en plus avec les paramètres en élevé. On n'a pas d'écart de consommation de VRAM, 6600 mégaoctets de VRAM utilisés. Sachez toutefois que ces valeurs sont sur un plan fixe, donc pas vraiment représentatif de ce que ça donne après une longue session de jeu. J'ai fait une vidéo complète et détaillée sur la consommation de VRAM, donc n'hésitez pas à aller la voir. En termes de consommation électrique, on a un écart d'environ 30 watts aussi. Visiblement, on peut voir qu'on a de l'aberration chromatique en plus en ultra. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas, c'est au goût de chacun et ça se désactive au besoin. L'autre point, c'est que les reflets sont légèrement plus détaillés en ultra, comme on peut le voir sur la voiture, sur le sol et aussi sur les poutres en béton. Concernant les textures, la lumière volumétrique et les ombres, aucun changement à signaler. Pareil pour tout ce qui est modèle 3D de bâtiment, de props et même de personnages. Pour le second échantillon, c'est quasiment la même scène mais la nuit. Finalement, on a globalement le même résultat. Comme c'est un plan de nuit, il y a plus de lumière d'active, donc plus d'effets de reflets, mais globalement, il n'y a rien à dire de plus sur ce plan. On observe toujours des reflets un peu plus précis en ultra. Pour les performances, on passe de 118 fps en ultra à 141 fps en élevé, ce qui représente 19% de performance en plus. Pas de changement majeur en termes de consommation mémoire, toujours autour des 6500 mégaoctets de VRAM. Pour la consommation électrique, on est toujours aux alentours des 30 watts. Pour le dernier échantillon, le but était de tester l'affichage au loin pour voir si le LOD était plus important en élevé par rapport à l'ultra. Force est de constater qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là et la qualité des reflets supérieurs en ultra est encore moins visible sur cette scène en plein jour. On peut observer la présence ici de reflets qu'on ne trouve pas en élevé, mais à part ça, pas de vrai changement. Pareil au niveau des textures et des ombres, on observe le même niveau de qualité. Au niveau des performances, on passe de 144 fps en ultra à 164 fps en élevé. On est donc toujours aux alentours des 14-15% de performance en plus avec les paramètres en élevé. Par contre, au niveau de la consommation électrique, on passe à 40 watts d'écart. J'ai fait le test en 1080p et on observe une différence de performance de 13% entre les paramètres ultra et élevé avec respectivement 130 fps et 147 fps. En 4K, l'écart est plus violent avec 48 fps en ultra et 86 fps en élevé, donc un écart de 48%. On enchaîne avec le jeu Unshrouded et ici ça va être assez rapide. Grosso modo, sur les 3 échantillons que j'ai analysés, globalement on passe de 75 fps en ultra à 85 fps en élevé, soit 13% de performance en plus. Une consommation de VRAM entre 400 et 600 mégaoctets de plus lorsqu'on a les paramètres en ultra. Et pour la consommation électrique, pas de différence majeure, ça aussi entre 3 et 10 watts maximum. C'est surtout sur le plan visuel que ça va être rapide parce que je n'ai absolument rien vu en termes de différence malgré avoir fait un arrêt sur image et comparé minutieusement les deux rendus pendant de longues minutes. Tout est strictement identique. Pas de différence au niveau du LOD des objets, le rendu des lumières est identique aussi bien pour les ombres, l'ambient occlusion et la global illumination. Aucun changement. Et c'est la même histoire pour ce qui est des textures, même qualité aussi bien de près que de loin. Du coup, il n'y a vraiment aucun intérêt à mettre le jeu en ultra. En 1080p, on passe de 76 fps en ultra à 89 fps sur l'échantillon que j'ai testé en commun sur les 3 définitions, donc un écart de 17%. En 1440p, on passe de 65 fps à 77 fps, qui représente un bond en performance de 18%. Et pour finir en 4K, on passe de 50 fps à 55 fps, soit 10 petits % de performance en plus. Passons à Hogwarts Legacy. En ultra, le jeu tourne à 90 fps sur cet
échantillon et passe à 110 fps en ultra. Ça représente 22% de performance en plus avec les paramètres élevés. Pas d'écart majeur au niveau de la consommation électrique, on est sur du 10 watts de consommation en plus avec les paramètres en ultra. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est la consommation de la VRAM, puisqu'on passe de 7 Go de VRAM en élevé à 8 Go de VRAM en ultra. 1 Go de plus avec les presets en ultra, j'espère que graphiquement on va vraiment voir la différence. Pour ce qui est du niveau de détail des objets 3D à distance, on peut voir que les lampions sont remplacés par des espèces de petites ampoules. Le feuillage a aussi un peu moins de précision sur l'arbre de la place principale de Préolard. Sinon, pour les autres modèles 3D, pas de changement majeur. Pour ce qui est des ombres, je n'ai pas vu de différence particulière. Et pour finir avec cet échantillon, au niveau des textures, on peut plus facilement observer une différence. C'est assez subtil sur l'écharpe de notre personnage principal. Ça l'est moins sur l'écriteau ici et sur le panneau là, où la texture a plus de détails et l'écriture est plus visible. Donc en ultra, on passe sur des textures de plus haute résolution, ce qui explique la consommation supplémentaire d'1 gigaoctet de VRAM. Après, est-ce que c'est justifié et est-ce que ça améliore l'immersion ? Personnellement, je ne trouve pas. Sur le second échantillon, on passe de 120 fps en ultra à 136 fps en élevé, ça représente 13% de performance en plus. Concernant la consommation électrique, on passe sur un écart d'environ 10 watts, et pour la consommation de VRAM, on est sur du 200 mégaoctets sur cette scène, ce qui s'explique par le fait qu'on teste surtout les objets avec une distance très importante, donc au final le niveau de détail de Poudlard, la végétation et les autres objets 3D est identique qu'on soit en élevé ou en ultra. La seule différence que j'ai observée est cette cascade qui n'est pas présente à cette distance lorsqu'on joue en élevé. Passons maintenant sur le dernier jeu de mon test, et c'est Path of Exile 2. Là je dois dire que j'ai vraiment été surpris. La différence entre élevé et ultra est hallucinante, mais pas dans le bon sens du terme. Visuellement, on peut voir une subtile différence au niveau des ombres proches du personnage et sur le personnage. Ici, l'ombre de son propre bras est absente lorsqu'on est en élevé, contrairement en ultra où l'ombre est présente. On a aussi une différence au niveau des ombres dans les milieux très sombres avec de la végétation, mais uniquement à proximité du personnage. Par contre, quand on est sur une map assez éclairée, c'est impossible de voir une quelconque différence. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est surtout l'écart de performance entre ultra et élevé, puisqu'on parle de 60% de performance en plus lorsqu'on joue en élevé. Oui, uniquement pour une histoire d'ombre à proximité du personnage. Ce qui fait qu'on passe de 120 fps en ultra à 193 fps en élevé. Alors le jeu n'a pas de preset global comme les autres jeux. À la place, il n'y a qu'un seul paramètre qui peut être défini en ultra, et c'est les ombres avec la Global Illumination. Je vous le disais en début de vidéo, c'est particulièrement consommateur au niveau des calculs du GPU, et on peut le vérifier ici. Par contre, ça semble affecter uniquement la subtile lumière émise par notre personnage et l'environnement très proche du personnage. Tout ce qui se trouve à quelques mètres du personnage n'est pas impacté, donc vu la perte de performance, c'est un paramètre à éviter absolument. Pour ce qui est de la consommation de la VRAM et la consommation électrique, pas de différence notable entre les paramètres élevés et ultra. On observe 200 mégaoctets de plus en ultra pour la consommation de la VRAM, et la consommation électrique est identique, ce qui s'explique par le fait que le GPU est déjà à son maximum lorsqu'on joue en élevé. Pour les différentes résolutions testées sur le même échantillon de test, on commence en 1080p et on n'observe aucun écart de performance. On est dans les deux cas à 175 fps. En 1440p, on a un écart important avec 120 fps en ultra et 176 fps en élevé, ce qui représente 46% d'écart. Pour finir en 4K, l'écart se creuse encore plus avec 63 fps en ultra et 110 fps en élevé, ce qui représente 75% de performance en plus. En conclusion, comme vous avez pu le voir, jouer en ultra par rapport aux paramètres élevés n'apporte vraiment pas grand chose en plus sur le plan visuel, voire absolument rien en fonction des jeux. Par contre, au niveau des performances pures, on peut gagner entre 15 et 20% de performance en plus en jouant en élevé plutôt qu'en ultra avec la définition en 1440p. En prime, on économise en général entre 500 et 1 gigaoctet de VRAM et jusqu'à 30 watts de consommation en moins. Mais alors, à quoi servent les paramètres graphiques ultra ? Eh bien, en général, à rien si ce n'est mettre tous les curseurs au maximum au niveau du jeu. Alors, certains jeux, ils gagnent quand même visuellement, faut être honnête, comme Hogwarts Legacy avec des textures plus fines. Mais est-ce vraiment indispensable pour notre immersion ou notre plaisir de jouer ?
Personnellement, je trouve pas. Et vous jouez plutôt avec quels paramètres graphiques pour vos jeux préférés? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment très curieux de mieux connaître vos habitudes de jeu. En prime, ça m'aidera aussi à mieux choisir les paramètres testés pour mes futurs benchmarks. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao!